Depuis des siècles, chaque année, au cœur de l'Atlas marocain, le pays Zayan s'emplit de musique et de danse. Ce n'est pas cependant le souvenir d'un haut fait guerrier qu'on fête, ni l'anniversaire d'un miracle étonnant, non. C'est une fête plus intime et plus secrète peut-être. On ne fête que le travail précieux de ces artisans qui, de génération en génération, se transmettent depuis les anciens âges les secrets d'un métier qui a fait depuis longtemps la célébrité du pays, le métier des tapis. De quelles arcanes mystérieuses, de quelle secrète magie vient ce rite de la danse du coussin, où deux femmes assises poussent l'une vers l'autre d'un mouvement du ventre le coussin qui les sépare, en mimant les gestes d'une joyeuse bataille. Rite aux significations perdues, mais qui aujourd'hui encore témoigne de l'ancienneté d'un métier d'art et de l'honneur qui lui fut de tout temps attaché. Il était normal que le Maroc, avec ses immenses troupeaux de moutons, avec son peuple de pasteurs errant de pâturage en pâturage au milieu de leurs bêtes, trouvât dans l'utilisation de la laine l'objet à la fois d'une industrie et d'un art personnel. Et, créé par les siècles, une sorte de rythme à la taille d'un pays et d'un peuple préside à cette transformation d'une matière brute en matière d'art. Des hauts plateaux, où au début de la saison chaude, les bergers tondent leurs troupeaux, la laine brute se répand sur les marchés des provinces, d'où elle prendra le plus souvent le chemin de la côte. Car au Maroc, l'eau de mer est aussi chargée de dégraisser, de dessuinter la laine brute, ce qui permet de découvrir ces spectacles pittoresques des laveuses de laine, opérant dans les bassins naturels des rochers de la côte, entre ciel et mer. Images sorties tout droit des contes de tous les pays, cardeuses et fileuses s'en saisissent, et sur le vieux rouet dont le bruit résonnait autrefois sous tous les toits comme sous tous les ciels, à l'aide du fuseau que la légende entoure de propriétés magiques, la toison brute d'hier prendra son aspect classique de fil rêche et solide. Les siècles ici n'ont rien ôté au tableau classique de la fileuse. Fileuse d'ici, fileuse d'ailleurs, comme elle est mystérieuse votre ressemblance. Pas d'usine non plus pour la teinture des écheveaux. Le teinturier, fort lui aussi des traditions ancestrales, et à l'aide des mêmes produits, végétaux pour la plupart, opère dans son échoppe, triant ses couleurs, les broyant à la main, selon les antiques formules, préparant ses cuves de garance et d'indigo à la façon dont ses pères, voici des générations, préparaient les leurs. De ces cuves sortiront les laines aux couleurs rutilantes, dont l'éclat s'assombrira avec les années, mais dont le teint ne passera jamais. Si ces préparations sont identiques sur toute la surface du Maroc, il s'en faut que les tapis soient uniformes. Chaque région, chaque province, chaque centre a sa technique, son point, sa formule, ses dessins, ses couleurs. Dans certaines tribus, comme celle des Zayan, ce sont les hommes qui tissent, ou à tout le moins dirigent l'ordonnance du travail. Chez les Benim Guild, les femmes seules, au contraire, travaillent au métier. Viennent de cette tribu ces admirables surfaces à carreaux géométriques, à dominante brun-rouge, où s'insèrent des motifs bleus, orange et rouge. Chez les Benimtir, pourtant voisins, le dessin est différent. Et sait-on que dans l'esprit des Berbères, le côté haute laine du tapis est en réalité l'envers, puisque l'autre face seule laisse voir avec netteté les contours du dessin. Voici autour de Fès, l'une des anciennes capitales, les tapis de la tribu des Aïtioussi, dont les couleurs font apparaître les jaunes, les orangés et les rouges de ces vallées fleuries. Voici les marmouchas qui s'apparentent aux toisons sauvages. Voici les Aït al-Aham, aux larges oppositions noires et blanches.
Si nous passons Marrakech, la ville rouge des légendes, autre ancienne capitale, voici les Chichaouas, qui comportent toutes les gammes de la Garance et sortent de motifs asymétriques. Poussons vers le sud, où, dans les gorges de l'Atlas, les femmes puisent l'eau des Ouèdes avec le geste éternel des canéphores, à l'ombre de ces extraordinaires châteaux forts qui caractérisent si magnifiquement le passé de gloire et de sang des tribus du Sud. Voici les tapis des Aït Ouaouzguit, où chaque dessin est peut-être un symbole naturel ou magique. Revenons à Rabat, la cité maîtresse de l'art des tapis marocains, où nous retrouvons transposés avec un ton particulier les signes de la tradition orientale. Tous ces tapis, on les trouvera tout frémissants de leurs couleurs neuves, chatoyants et chauds, à leur sortie du métier sur un de ces marchés qui se tiennent régulièrement dans les bourgs de province et les capitales de tribus. On les trouvera étincelant par terres artificielles, avec leurs poings encore rêches et leurs franges immaculées, objets de marchandage interminables, thèmes à discussion sans fin entre vendeurs et acheteurs, mesurés à la coudée, et sans doute plusieurs fois, car l'erreur est humaine, et souvent vendus à la criée dans l'ombre bleue d'un jardin. C'est pour préserver à la fois cet art autochtone et cet artisanat local que la France a créé à Rabat et logé dans le cadre inoubliable de la Casbah des Oudayas ce service spécial qui, après avoir créé les archives du tapis marocain et réuni une immense documentation d'après les œuvres du passé, encourage et dirige dans le sens traditionnel, en leur prêtant dessins et maquettes, les efforts des artisans d'aujourd'hui. C'est aussi à ce service qu'on doit la création de cette école spécialisée, où les petites musulmanes peuvent apprendre les secrets de leur futur métier. Ainsi, la valeur traditionnelle d'un artisanat qui donna des chefs-d'œuvre ne risquera pas de s'amoindrir et de péricliter au contact des productions mécaniques. Ainsi sera sauvegardé, dans un temps d'utilitarisme et de machinisme, les droits de la création personnelle et les leçons du passé. C'est dans ce sens de sauvegarde de la qualité qu'a été créé encore l'estampillage après contrôle, protection pour l'artisan et garantie pour l'amateur. Garantie sur la surface du tapis par le contrôle de ses mesures. Garantie sur la densité du travail par le contrôle du nombre des points au décimètre carré. Garantie sur la facture de l'œuvre en général. Ce plomb et ce sceau à l'étoile chérifienne seront garants que le tapis est bien une œuvre d'artisan, un travail d'homme ami de son métier, la continuité d'une tradition vivante et noble. Une tradition de qualité aussi noble et aussi ancienne ne peut manquer de comporter une part de religion et de magie. Ainsi, par exemple, à Rabat, la fabrication des tapis s'accompagne de rites précis et compliqués. Pour ourdir la chaîne, après avoir répandu du sel pour écarter les mauvais génies qui voudraient hanter le tapis, on allumera un flambeau près de chaque piquet d'ourdissage, qu'on flanquera de pièces d'argent pour que le tapis futur soit clair et brillant. Et lentement s'établira la chaîne au pas égal de la porteuse de fil, au geste égal de l'ourdisseuse, selon le rythme calme des incantations.
la chaîne ourdie sera montée sur le métier. Fixée par des ligatures compliquées à une solide traverse, elle prendra place après avoir été parfaitement démêlée et égalisée à grands coups de baguette sur le métier qu'elle ne quittera plus jusqu'à l'achèvement du tapis, c'est-à-dire souvent pendant de longs mois et même parfois des années. Car le travail exquis qu'on admire est l'œuvre de cette longue patience qui est dans l'art du tapis l'une des marques du génie artisanal. La tisseuse, son modèle devant les yeux, va maintenant d'un geste calculé et parfaitement mesuré entreprendre et poursuivre, nouant le point, tranchant la laine, le travail long et précis duquel naîtra cette harmonie de couleurs chaudes qui sera un jour un tapis. Chaque jour, pendant des mois, elle s'assiera devant son métier vertical, comparant son œuvre au modèle, poursuivant infatigablement cette merveille de patience et mêlant inconsciemment dans chaque point la fuite de ses rêves et la couleur des journées. À chaque ligne, elle s'arrêtera un instant, tassera l'ouvrage avec le peigne de fer, lancera un mot et reprendra patiemment son travail coloré. Des jours passeront, la chaîne peu à peu se raccourcira et un jour viendra où le dernier point sera noué, jour heureux, jour sacré. 7 fois de son peigne trempé d'eau, la tisseuse frappera le chef du tapis terminé en disant à chaque coup « Il ne nous fera pas honte devant Dieu et devant l'esclave ». Cris d'orgueil et d'adjuration. Ce n'est pas tout. On lui assurera le piquant et l'attrait en le frottant d'un piment. On brûlera 5 fils de lisière pour lui donner, aux yeux de l'amateur, la chaleur qui le séduira. Est-ce tout? Non. Avant de le détacher, il reste à observer d'autres rites. Car le tapis achevé est devenu lui aussi matière magique, porte-chance et source de sortilèges. On ouvre au centre une première porte en murmurant des litanies, et par cette porte passera la fille de la maison ou la jeune apprentie. Ainsi arrivera-t-elle vierge au jour béni de son mariage. Il reste encore à pratiquer 4 autres portes, dites les portes du paradis et du bien-être, avant de détacher le tapis. Et les rites seront accomplis. On pourra, sans danger de pernicieuse magie ou d'envoûtement, marcher sur cette laine débarrassée des mauvais génies. À chaque métier sa noblesse. On ne discutera pas celle de ces tisseuses qui continuent les gestes des générations passées pour recréer en laine de couleur, de la chaleur et de la joie, qui élabore avec patience ce qui ne s'obtient qu'avec le temps, car un tapis aussi est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour, et dont chacune rêve peut-être qu'elle tissera un jour le merveilleux tapis volant dont parlent les contes des 1000 et une nuits.